Et on se retrouve pour la deuxième partie d'une semaine dans le monde avec nos éditorialistes. Aujourd'hui, Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Également avec nous, Nasser Kettane, directeur de Beurre FM. Jean-Sébastien Ferjou, directeur et fondateur d'Atlantico. Et Thierry Guerrier, journaliste politique. Merci à tous à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Alors, on en parlait avec vous, Thierry Guerrier, à l'instant. Où vont les évacués de Calais ? Nasser Kettane, est-ce que, d'après vous, on a trouvé une solution ? Oui. Est-ce que l'État avait vraiment préparé le terrain ou bien est-ce que simplement on a rempli une promesse qu'il devenait intenable de ne pas tenir ? D'une part, je crois qu'il n'y a pas de problème. Il y a près de 70 millions d'habitants en France. C'est le pays le plus étendu d'Europe, même après la réunification des deux Allemagnes. Et puis, il faut oublier un peu son nombril. Je veux dire que cette histoire, c'est aussi deux égoïsmes qui se sont fait face à face. L'égoïsme britannique et le français. À un moment donné, on était à 1500, 1800, 2000 personnes à Calais. On a devant les tergiversations, ça a gonflé, mais au-delà de ça, jusqu'à 10 000 pratiquement. En tout cas, c'était au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Regardez la Jordanie, le Liban. Regardez la Turquie, les camps de réfugiés, c'est par centaines de milliers de réfugiés. Et un quart de la population libanaise. Et nous, en France, on ne serait pas capable de donner... L'Allemagne a fait la place à 1 million de réfugiés, et nous, en France, à quelques 10 000, 20 000, 30 000 personnes, on est en train de se battre en sachant s'il faut en mettre 12 ici, 14 ici, etc. Je trouve que c'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'est la France, de la tradition d'accueil de la France. Et lorsqu'on parle, on parle souvent du droit d'asile. C'est vrai que moi j'ai entendu des candidats, par exemple, aux élections parler, oui, des personnes menacées. Mais est-ce que le fait d'avoir faim, de vouloir sauver sa famille, de vouloir échapper à la guerre, est-ce que c'est pas une menace aussi ? Donc je veux dire que c'est tout ça aussi qu'il faut revoir. Il faut revoir dans ce cas-là la définition même. Je pense que la France a les capacités de régler ces quelques milliers de personnes. De demandeurs d'asile. On est quand même la 4e puissance du monde. Je suis un peu estomaqué de ce que je viens d'entendre, parce que si on raisonne sur le nombre de gens qui ont faim dans le monde, on n'est pas sur quelques milliers de cas, on est sur des centaines de millions, avec une population africaine qui va doubler dans les 30 ans à venir. Donc pardon, mais on n'est pas la 5e puissance du monde ou 4e ne peut pas régler le problème de 30 000 personnes, alors que des pays émergents ont des centaines de milliers de personnes à leur porte. Je ne sais pas. Si j'ai bien compris ce que vous disiez, vous me parliez de gens qui étaient plutôt des migrants économiques. Donc après, je suis désolé, mais je ne crois pas que la 5e puissance, ni même la première dans le monde, ait les moyens de gérer l'ensemble des centaines de millions de personnes qui sont confrontées à ça. On l'a autrement. Je ne dis pas qu'il faut accueillir tout le monde. Je dis pas qu'il faut accueillir tout le monde. C'est le fil logique de votre pensée, pardon, mais c'est... Et après, sur le point de Calais, la question n'est pas celle de la répartition, que les migrants soient affectés ici ou là, la question est que veulent-ils ? Parce que c'est quand même celle-là, de toute façon, ils vont revenir à Calais. Eux disent, notamment les Soudanais disent, nous voulons partir en Grande-Bretagne. Oui, exactement, on avait quand même déjà fermé Sangatte, on avait déjà évacué une jungle de Calais, pourquoi d'un seul coup les migrants qui étaient à Calais, ils n'y étaient pas par hasard, ils ne sont pas à Stalingrad, ils ne sont pas à Menton. Ceux qui étaient à Calais, c'est en général parce qu'ils veulent passer en Grande-Bretagne. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de bonne solution, quoi qu'il en soit. Il n'y a pas de baguette magique, mais il y a quand même un problème avec la Grande-Bretagne. Au-delà des accords politiques qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que la Grande-Bretagne joue à la roulette russe, les fait jouer à la roulette russe. Parce que on ne veut pas les accueillir, on ne veut pas leur ouvrir les portes, mais une fois que vous avez réussi à passer, alors là, on vous intègre sur notre marché du travail. À la limite, la France, on peut en discuter d'un point de vue moral, si vous voulez. On pourrait c'est un peu la politique des Américains avec les Cubains, quoi. Pieds mouillés et puis pieds secs. C'est-à-dire quand vous arrivez chez nous, à la limite, il est plus cohérent de dire on ne souhaite pas que vous veniez et il y a très peu de moyens d'intégration que de dire aux gens on ne souhaite pas que vous veniez, mais si vous risquez votre vie et que vous y survivez, à ce moment-là, tant mieux pour vous parce que vous serez intégrés. Ça, pour le coup, c'est vraiment contraindre les gens à jouer à la roulette russe. Laure Simoes, il y a beaucoup de choses beaucoup, sur oui, bien sûr, parce que les dessinateurs sont fortement mobilisés sur cette question. En plus, le démantèlement de la jungle de Calais cristallise un petit peu tous les enjeux de cette question compliquée. On disait tout à l'heure que le démantèlement s'était plutôt bien passé. Il faut maintenant voir comment ils sont réorientés. Là aussi, il faut voir l'après. En tout cas... Et si la jungle ne se reconstitue pas.
En plus, on comprend, vous avez compris que c'est pas réglé parce qu'il n'y a pas de politique claire en la matière. C'est ce que les dessinateurs disent avec leurs dessins. On commence par ce dessin de Tjeerd, dessinateur hollandais pour Courrier International, qui reprend, voilà, il est très efficace parce qu'il reprend fort à propos la célèbre photo de l'homme au tank de Tiananmen, hein, donc l'humain contre les bulldozers. Cet autre dessin de Delambre, dessinateur français pour Le Canard enchaîné, démantèlement de la jungle de Calais, espoir. Paraît qu'à Paris, dans le 16e, il y a un centre d'accueil pour SDF flambant neuf. Donc là, c'est un dessin qui fait un peu d'une pierre deux coups, hein, qui dénonce les conditions de ce démantèlement, parce qu'on sent évidemment que ce sont quand même des populations qui sont ballottées d'un côté et de l'autre, et en même temps qui interrogent l'accueil, la qualité d'accueil. Comment on accueille on sait que dans le 16e arrondissement, c'est pas des gens qui seront forcément les bienvenus, étant donné la polémique qu'il y a eu dernièrement là-dessus. Alors un autre dessin de Kroll, dessinateur belge pour le journal Le Soir, qui a quand même, il se passe de commentaires, il suffit qu'on le lise, mais simplement dire qu'il a quand même toujours le chic et le talent pour trouver le comique de situation dans les pires situations. Pour l'Angleterre, montez ici, disent ces trois policiers en faisant semblant donc que ce bus est en partance pour Londres, hein, on voit le petit panneau Londres, et dans le calme s'il vous plaît, donc du coup tous les réfugiés, tous les migrants montent dedans, et puis le collègue qui dit oh là là c'est dégueulasse chef, mais ça marche pour les faire sortir de la jungle de Calais. Un autre dessin pareil de Vado, pardon, un autre dessinateur belge pour Le Vif, l'Express. Ils ont quand même décidément, ces Belges, toujours un vrai talent comique. On voit là un bus de migrants. On les voit pour Trou perdu sur Loire. Oui, c'est ça, voilà. Qui quitte Calais pour Trou perdu sur Loire dans un premier temps, et puis au bout du compte, ce sera quand même l'Érythrée qui sera au bout du chemin. Et puis on voit bien que cet amoncellement de valises en forme de Big Ben est un petit clin d'œil très caustique sur cette route du combattant, avec pour terminer ce magnifique dessin de Joep Bertrams, dessinateur des Pays-Bas pour De Groen Amsterdammer. On parlait du problème que l'on déplace et de cette spirale, de ce cercle vicieux. Voilà, il quitte Calais pour sans doute peut-être plus tard y revenir et tenter de traverser en Grande-Bretagne, puisque c'est quand même, c'est vrai, un pays qui semble les attirer plus que la France. Et oui, à ce propos, Manuel Valls avait parlé de la fierté de la France que d'évacuer Calais. On voit bien aujourd'hui que les gens n'y croient finalement pas beaucoup, en tout cas attendent un plan clair du gouvernement. Manuel Valls, lui, en tout cas, est-il le candidat de substitution au Parti socialiste? La question est sur toutes les lèvres, alors que le trou de souris dans lequel comptait se faufiler François Hollande d'ici décembre apparaît de plus en plus comme une voie de garage. Plus grand monde à gauche ne soutient le chef de l'État, jusqu'à sa garde rapprochée qui doute à voix haute. L'effet du livre, un des deux journalistes du Monde dont personne ne sort indemne. Il s'est beaucoup moqué, François Hollande. Aujourd'hui, les grognards du hollandisme pensent à leur tour, Thierry Guerrier, traverser la Seine pour rejoindre Matignon avec un de ses bagages. Ouais. En tout cas, pour Manuel Valls, c'est cornélien cette situation. Ne pas y aller, ou en tout cas ne pas montrer qu'il occuperait la place si c'est nécessaire, ne pas jouer son rôle de chef de la majorité. Dans ce contexte, c'est déserté. Pour autant, faire mine simplement d'être candidat, ou en tout cas d'être dans une situation, ne pas montrer même qu'il serait capable d'être une alternative au sein du PS, au sein de la gauche, ce serait de la déloyauté aussi, vis-à-vis de son camp. Et justement, son avenir est indexé sur sa loyauté à François Hollande ? Quoi qu'il en soit, non, je ne sais pas s'il est indexé sur celle de François Hollande, sur la cote de popularité de François Hollande. Sur sa loyauté de Manuel Valls. En tout cas, son avenir, en partie, se joue là, sur cette affaire. Y aller ou pas, est-ce qu'il va falloir jouer ce rôle ? Y aller pour lui, c'est trop tôt, il n'a pas envie. Et c'est pas le moment, la situation n'est pas la meilleure. En même temps, il ne peut pas se retrouver dans une situation à la Jospin. C'est le risque de se jospiniser, c'est-à-dire finalement de sortir. Et en même temps, à l'âge qu'il a, ne pas être dans le combat politique. Oui. Tout le monde verrait que c'est cousu de fil blanc et que c'est déserté. Bon, donc c'est vraiment compliqué. On se souvient Nicolas Sarkozy arrivé 3e derrière Pasqua aux Européennes en 99, et puis 8 ans plus tard, du président de la République. Oui, il est jeune, Manuel Valls, et puis il a été Premier ministre, donc il a une épaisseur maintenant qui est d'une autre nature.
mais déserter, ce serait impossible. Nasser Keita. On sent quand même que Manuel Valls, il est devant un billard à 3 bandes. Donc il a la loyauté vis-à-vis de François Hollande. Donc il peut pas trop faire des grèves. Il est en quelque sorte contraint, pour reprendre une vieille expression de Jospin. De l'autre côté, il a Montebourg qui, lui, quand même, à gauche, rassemble quand même. Oui, parce qu'il y a la casse primaire, même. Même si Manuel Valls était candidat, il faudra passer par la casse primaire. Il a été quand même en 3e position. Et de l'autre côté, il y a Emmanuel Macron, qui lui mange un peu la laine sur le dos, qui a pris des positions sur la déchéance de nationalité, sur un petit peu tout ce qui s'est passé à travers les attentats, sur le terroir de la République, etc. etc. Donc on sent que quand même Manuel Valls, il faut qu'il sorte un petit peu de cette équation. Et il faut qu'il s'affirme. Donc, effectivement... Et sur le terrain de la modernité à nouveau. Parce qu'il a perdu en partie ce qui faisait sa différence avec François Hollande. Il est reconnu sur le régalien, mais sur l'économique et sur même les sujets de société, il y a à nouveau une légitimité à reconquérir. Et Macron, là-dessus, l'a doublé. Voilà, parce c'est compliqué. On ne sait pas, dans l'histoire, dans le couple Hollande-Valls, on ne sait pas, il y en avait un qui était le bon et l'autre le méchant, parce qu'ils se partageaient un peu le travail. François Hollande tout en rondeur, et puis Manuel Valls beaucoup plus clivant, en particulier sur les thèmes de société, sur l'islam, sur le terrorisme, etc. Et donc là, il faut qu'effectivement... Je ne dirais pas ça comme ça. Il y avait un ferme et un qui a su montrer la fermeté, voilà, et un autre dont on ne sait pas, qui est dans l'habileté. Moi, je dirais qu'ils se partageaient un peu le travail. Ouais, enfin. En tout cas, ce qui accrédite aujourd'hui l'hypothèse d'un Manuel Valls candidat, c'est ce qu'a dit cette semaine Jean-Christophe Cambadélis. Écoutez le premier secrétaire du Parti socialiste et on en parle dans un instant. Il y a beaucoup de personnalités, il y a pas énormément, mais il y a 4-5 personnalités qui peuvent se présenter. La principale, vous le savez bien, c'est Manuel Valls. C'est un de nos présidentiables, c'est celui sûrement qui a aujourd'hui le plus de possibilités. Mais il y a d'autres candidats possibles et on n'est pas là. Pour l'instant, nous ne savons pas si le président se présentera ou pas. Alors, venant d'un roi du billard à 12 bandes comme Cambadélis, on dit que cette sortie, elle n'est pas innocente. Est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà un plan Valls qui est clairement à l'œuvre, rue de Solferino ? On peut aussi considérer qu'un certain nombre de ses camarades n'ont pas oublié les 5% que Manuel Valls avait fait à la primaire socialiste en 2011 et qui veulent le pousser devant parce que de toute façon, c'est le gouffre derrière. Et donc, ils veulent tout faire pour que cette fois-ci, on puisse le nettoyer. Parce que pour eux, en gros, ils jouent l'élection perdue. Donc, autant un peu carbonisé. Je pense que ses camarades... c'est le baiser qui tue. Jean-Sébastien Ferjou. Si Jean-Christophe Cambadélis voulait vraiment de Manuel Valls comme candidat, mais il lui suffirait de dire le Parti socialiste ne soutiendra pas en aucune circonstance François Hollande, parce que là on parle beaucoup des grognards du hollandisme. Ça c'est un peu tôt pour le dire quand même. Donc, oui, mais enfin la logique des choses, ce serait qu'il le fasse. Si réellement il ne voulait plus de François Hollande, il pourrait le dire aussi clairement que ça n'est pas ce qu'ils disent. Ils expriment des doutes, et je pense que Jean-Christophe Cambadélis justement joue un jeu. Je pense pas qu'il soit profondément valsiste. C'est une stratégie créer le trop-plein pour qu'au final, Hollande apparaisse comme d'habitude le plus petit commun dénominateur. Je pense qu'il y a eu un vrai trouble de la Oui. part des proches de François Hollande en se disant mais il est vraiment pas possible, il nous aura tout fait jusqu'au dernier moment, il se préparait à lancer sa candidature, à le soutenir, pas juste par fidélité ou par loyauté, mais aussi parce qu'il constate que de toute façon il n'y a pas un autre candidat qui soit plus fort. Et puis c'est la logique des institutions quand même. C'est la logique des institutions, mais je pense qu'il voit aussi quelque chose qui est beaucoup plus concret que la logique des institutions, qui sont les législatives. Il n'y a pas d'autre candidat plus fort que François Hollande. C'est brutal, c'est le cas. Manuel Valls, on le voit dans les sondages, n'est pas plus fort que François Hollande. Il s'est mis dans un corner avec un positionnement très, chevènementiste, qui ne correspond pas au centre de gravité de l'électorat de gauche, pas plus d'ailleurs qu'Emmanuel Macron n'y correspond ou que Arnaud Montebourg dans son registre n'y correspond. François Hollande est le seul qui empêche la guerre civile à gauche. Maintenant, Manuel Valls, il est effectivement face à un dilemme très cornélien. À 4%, François Hollande est le seul qui empêche la guerre. Je ne comprends pas votre raisonnement. François Hollande ne cesse de s'effondrer. Vous verrez, Thierry, vous verrez quelles sont les candidatures alternatives. Ça fait longtemps que François Hollande il n'y en a pas. Qu'il n'y en ait pas, c'est une chose. Donc il va jouer le sacrifice. Mais la gauche, elle n'a pas forcément envie de disparaître avec armes et bagages. Donc il va jouer le sacrificiel. Ils feront semblant d'y croire. Manuel Valls, effectivement, s'il n'y va pas, il renonce à son avenir. Et s'il y va, il piétine son avenir. Donc effectivement, c'est un choix qui est pas très positif. Mais donc quand on fait les additions, à un moment, il y aura bien un candidat de la gauche. La gauche ne va pas s'autodissoudre. Donc, qui voulez-vous que ce soit ?
Donc, ça peut être l'hypothèse royale, l'hypothèse, on évoquait Hollande, on évoque maintenant Christiane Taubira, Manuel Valls. Tous ces gens-là, vous pouvez le prendre dans tous les sens que vous voulez. Tous ces gens-là, quand vous regardez leur historique, quand vous regardez ce qu'ils incarnent politiquement, ils ne sont pas à même de créer, de fédérer une majorité. Martine Aubry, si elle y allait aujourd'hui, pourrait... non, Martine Aubry ne représente plus rien à l'intérieur du PS, plus rien à l'intérieur du PS, à part être maire... Donc c'est un parti qui en lui-même est aujourd'hui atomisé. Mais le bilan de François Hollande est désastreux, il est tellement terrible. Au moins François Mitterrand qui a fini son deuxième septennat dans des conditions quand même, il faut s'en souvenir, très difficiles, même si maintenant on voit le personnage historique, c'était quand même crépusculaire, il y avait un héritier possible, qui a d'ailleurs été Lionel Jospin. Là, François Hollande est un tel trou noir qu'il n'y a même plus d'héritier. Moi, je suis un peu d'accord. Je pense que François Hollande est à même de rassembler le camp de la gauche. Et je crois que le peuple de la gauche ou du PS. Parce que de la gauche, c'est pas clair. Il sera peut-être doublé par Mélenchon à la prochaine. L'alliance est quand même de taille. Oui, moi, je pense qu'on enterre Mélenchon. Je pense qu'on a vite fait d'enterrer ce qu'on appelle le peuple de gauche et le camp du progrès de façon générale. Attendons que les candidatures se décantent. Je crois que François Hollande est à même, je pense, de rassembler son camp. L'histoire, c'est l'histoire de la primaire. Mais il fallait qu'il soit dans une primaire. Même la belle alliance populaire aujourd'hui, ça représente quoi ? Est-ce qu'il fallait qu'il soit dans une primaire aussi ? Non, mais il l'a fait à l'époque, c'est toujours François Hollande. Enfin, il n'est que dans l'habileté, donc il est très habile à un instant T, mais ça se traduit en général par rien à l'arrivée, puisque la primaire, il l'a acceptée notamment parce qu'il comptait sur le soutien des frondeurs dans la résolution du conflit sur la loi travail. Thierry Guerrier. Cette vision très technocratique, mécanique presque des jeux politiques, si vous voulez, me fait penser un peu, mais à ceux qui considéraient, alors la primaire de droite n'est pas faite, le vote n'a pas eu lieu, on verra bien. Mais ceux qui disaient que Juppé c'était un baladure qui s'effondrerait de toute façon, peut-être que ça va être le cas. Mais ce que l'on voit, c'est que la difficulté que Nicolas Sarkozy a à imposer sa candidature est de plus en plus nette, palpable. De la même façon, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Je permets, si la gauche est perdante quoi qu'il en soit. Ça change tout sur les intentions de ceux qui peuvent y aller. C'est bien là où je veux en venir. C'est-à-dire que il y a d'abord pour une partie de l'électorat de gauche qui est considérable aujourd'hui, le signal que donnera la primaire de droite, qui va déterminer l'attitude ensuite que ces électeurs auront. Est-ce qu'ils vont aller voter, par exemple, à la primaire de la Belle Alliance ou du Parti Socialiste ? Est-ce qu'ils iront voter tout court ? Est-ce que, selon le candidat qui sortira de la primaire de la droite, ils iront se battre ou pas ? Donc rien n'est fait. Et donc, dans la primaire de la gauche, aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt de considérer que François Hollande va l'emporter. Ça va dépendre de ça. Il y a une donnée globale. Les électeurs de gauche sont libres. Je parlais pas des oui, mais les jeux au sein des deux camps... Oui, mais les candidats, ils sont libres aussi de leurs mouvements et de leurs actions. C'est pas la même chose de jouer un coup en se disant qu'on fait partie du camp qui vraisemblablement va l'emporter, et de se dire que de toute façon, même si on joue pas la victoire, on jouera un gros ministère ou le fait de peser sur le quinquennat qui vient, que de se dire je vais à la boucherie, parce que quoi qu'il en soit, dans aucune circonstance, quelle que soit la configuration, parce que c'est quand même ce que montrent les sondages, la gauche n'est pas présente au deuxième tour, quel que soit le candidat. Et ça dissuade quand même beaucoup de volonté de candidature. Là où je vous rejoins, c'est qu'il ne faut pas enterrer l'électorat de gauche. Le peuple de gauche, aujourd'hui, c'est un terme que j'ose plus employer. Mais bon, l'électorat de gauche, ou en tout cas cet électorat considérable en France maintenant, surtout compte tenu du désastre dont vous parlez, qui est au Marais, qui est au centre là, et qui réfléchit, regarde, ne veut plus sans doute de Nicolas Sarkozy, ne veut plus de François Hollande, et qui, en revanche, selon le candidat qui sera déterminé à droite, qui sortira à droite, choisira soit de laisser faire, soit au contraire de se battre et de redevenir le peuple de gauche, et dans le cas échéant d'aller sur Hollande ou un autre. Il faut regarder les sondages pour ce qu'ils sont. Ce qui compte, ce sont les dynamiques, et c'est aussi le moment où on pose la question. La cristallisation des choix, elle se fait de plus en plus tard, elle se fait dans les derniers instants, encore plus dans des périodes de crise politique comme celle qu'on connaît. Là, la question qu'on pose aux gens à l'heure actuelle, c'est est-ce que vous êtes satisfait de François Hollande, en quelque sorte, quelle que soit la formulation. Personne ne va répondre oui. Personne. La question d'une élection, ça n'est pas est-ce que vous êtes satisfait de François Hollande, c'est qu'est-ce que vous voulez pour demain. Oui. Et donc vous arbitrerez vraiment face au choix qui est face à vous. Vous pouvez toujours dire dans l'idéal j'aurais préféré autre chose, mais si devant vous il y a un verre de vin et un verre d'eau, vous êtes obligé de choisir. Il ne faut jamais aussi oublier l'émotionnel, parce que tout peut se passer, on est en politique. Il peut y avoir un fait divers à la Bordeaux-Vintimille, il peut y avoir on se souvient de Dominique Strauss-Kahn. Donc on est en politique, tout peut se passer aussi. Il y a beaucoup de gens qui aussi à un moment donné choisissent de ne pas boire.
Effectivement. Mais pour autant, il y a un candidat et un gagnant. D'accord, Laure, les dessins sur cette peut-être transition au PS, on ne sait pas d'ailleurs, passage de témoin ou pas, ça reste en suspens. En tout cas, Millon, dessinateurs français pour Millon Cartoons, alors lui, voilà le portrait du PS, on devine que c'est Cambadélis, et puis à côté, je n'arrive pas à reconnaître qui c'est par contre à côté. Mais enfin voilà, faut la changer, c'est pas les roues de secours qui manquent, on attend qu'elle se tire toute seule. De quelle roue il parle? Évidemment, de celle d'Hollande, et puis on voit toutes les roues de secours effectivement qui remplissent le coffre et puis le toit de la voiture. Cette autre, on a fait cette semaine aussi le 100e anniversaire de la naissance de Mitterrand. Alors là, on a un portrait vraiment sans pitié de Hollande. Qu'avait-il de plus que moi, se dit-il en regardant cette fameuse affiche de campagne. On s'en souvient de François Mitterrand, mais on se rend compte qu'en fait dans l'affiche c'est lui-même, donc il a comme ça des rêves d'héritage de cette génération Hollande. On verra ce qu'il en restera, ceci dit. Moi je vous rejoins un petit peu sur le fait qu'il peut, malgré tout, on parlait de suicide politique, je pense que malgré tout, il peut encore s'en sortir de cette frasque-là. En tout cas, si on regarde, si on dézoome un peu et qu'on regarde un petit peu aussi ce qui se passe de l'autre côté, on a un superbe dessin de Baloué. Hollande qui se demande, mais vous aussi, vous avez une ombre qui vous suit et vous observe. Alors là, tout le monde, évidemment, reconnaît le profil mitterrandien qui est toujours très impressionnant. Moi, c'est pire, rétorque Sarkozy. Tout le monde la reconnaît. C'est qui ? Bernadette. Bravo, parfait. Et pour terminer, ce dessin de Gillot pour Le Progrès Social. Le Progrès Social qui est un journal qui malheureusement va arrêter de paraître à partir du 1er novembre. Le Progrès Social s'arrête. Gillot fait parler Hollande. Avait-il commencé, se demande-t-il? C'est une question de la fin. Sur la trahison des promesses de 2012. On l'a compris. Merci beaucoup, Laure. Vous restez avec nous. Tout de suite, c'est l'actualité vue du net avec Myriam Hamlal. On en parle. Voilà l'actualité vue du net, un œil sur les médias avec Myriam. Bonjour. Bonjour Raphaël. On va parler des migrants. Alors ce ne sont plus ceux de Calais, vous l'aurez compris, puisque aujourd'hui il n'y a quasiment plus personne sur les lieux de l'ancienne jungle. Mais c'est bien à Paris, à Place Stalingrad, oui, où là les effectifs ont été multipliés. Et ce sont peut-être les mêmes, en tout cas pour certains, parce qu'on parle de certains migrants qui avaient disparu des écrans radars, qui sont revenus à Paris. Donc on en parle beaucoup dans la presse, sur les réseaux sociaux. Avec beaucoup d'articles et une question, l'évacuation de la jungle de Calais aggrave-t-elle la situation à Stalingrad? Beaucoup pensent que oui, évidemment, mais vous avez surtout beaucoup de photos, notamment celle-ci qui est beaucoup tweetée avec un message triste photo. Regardez cet enfant avec ce CRS, ça se passe à Stalingrad. Donc, vous avez aussi ce tweet avec cette photo, Youssef, 17 ans, Érythrée, à Calais encore hier, aujourd'hui à Stalingrad, demain il veut partir au Luxembourg. Donc, vous avez beaucoup de réactions et puis ce dessin de Plantu qui en dit long. Hein. Vous avez ces embarcations qui sont sur la Seine, donc pour faire référence à la situation à Stalingrad. Et puis certains dessins comme celui-ci, certains schémas qui montrent finalement que Calais ne se vide pas. Beaucoup parlent de vases communicants entre Calais et Stalingrad. Beaucoup aussi parlent de la jungle de Stalingrad. Voilà, regardez ce tweet, une jungle peut en cacher une autre. Donc c'est à peu près ce qu'on peut retenir de toutes les réactions concernant Stalingrad aujourd'hui. Un tweet d'un proche de Nicolas Sarkozy. Exactement. Et je vais vous parler d'un autre sujet qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le chanteur marocain, le fameux chanteur marocain Saad El Mjarrad, qui a été placé en garde à vue et visé par une information judiciaire pour viol aggravé. Ça fait énormément de buzz sur les réseaux sociaux. Alors, il y a d'abord les soutiens qui sont impressionnants, les soutiens en provenance du Maroc. Voici celui-ci, par exemple, je suis Saad El Mjarrad, qui existe aussi en arabe avec le hashtag Kullouna Saad El Mjarrad, nous sommes tous Saad El Mjarrad. Et puis vous avez aussi cette vidéo qui a été postée il y a à peine 50 minutes. C'est une chanson de soutien, je vous propose d'en écouter un extrait.
Alors dans cette chanson, on dit qu'il est innocent, que tout le monde est Saad Mjarrad. Alors ce n'est pas l'avis de tous, bien évidemment. Vous avez beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui s'interrogent sur ce soutien. Vous avez toutefois la complosphère, si je puis dire, qui s'est agitée. Beaucoup pensent que c'est une machination en provenance de l'Algérie, l'ennemi historique, je dirais, du Maroc. Cette théorie du complot a été avancée par l'avocat du chanteur. Il dit c'est une machination algérienne ourdie par les ennemis de notre intégrité territoriale. Alors évidemment, ça fait beaucoup sourire côté algérien, mais ça reste très repris sur les réseaux sociaux marocains et notamment par beaucoup de twittos. Je voulais vous parler aussi rapidement, je ne sais pas si on a le temps, d'un autre chanteur qui fait le buzz. Il s'agit d'un chanteur libanais qui est décédé aujourd'hui, Melhem Barkat, et qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est un peu le Charles Aznavour libanais. Voilà, donc il fait énormément le buzz. Et il y a même un tweet de Samir Jaja. Et juste pour info, il avait apporté son soutien à Michel Aoun, qui sera nommé président très prochainement. D'ici le 30 octobre. Merci beaucoup, Myriam. Voilà, c'était un œil sur les médias. Restez avec nous. Je remercie à nouveau nos invités d'avoir été avec nous aujourd'hui. Thierry Guerrier, Nasser Kétan, Laure Simoès, Jean-Sébastien Ferjou. Un œil sur les médias, c'est terminé. Bien sûr, une semaine dans le monde aussi.